Tout est symbole. Le nom même du Havre évoque un ensemble d'idées, une image, une identité. Car qu'est-ce que la représentation d'une ville, si ce n'est des symboles ? Aujourd'hui, Saint-Joseph, s'élevant vers le ciel. L'hôtel de ville, fêtant son anniversaire. Le volcan, trapu et puissant, rayonnement de notre culture. Ou encore la passerelle au-dessus du bassin du commerce, la capitainerie, poste d'aiguillage de la mer, nos cabanes de plage, petit Havre pour Havrais en vacances. Et puis il y a les symboles de demain, naissants. Ces phares dans la nuit urbaine nous servent de véritables étendards pour raconter notre ville, pour nous présenter, nous autres Havrais. Ces symboles havrais n'ont pas toujours été les mêmes. Nos symboles d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Il fut même un temps où notre cité évoquait un concept bien différent de celui de la modernité par le biais de l'architecture novatrice d'Auguste Perret ou encore Oscar Niemeyer. Les villes d'autrefois ont toujours usé de leurs remparts pour construire leurs blasons, leurs pavillons. Voilà 2 années presque que Simon et moi arpentons les rues, les chemins, les escaliers et les galets de notre cité. J'ai toujours su que nous ne pourrions pas tout voir, ni découvrir. Alors, puisqu'il fallait trouver un commencement avant la fin de nos aventures, j'ai proposé à Simon que nous vous parlions d'un autre Havre d'un autre monde, d'une ville ancienne, puissante et militaire. C'est ainsi, dans cette optique, que nous sommes partis en quête de notre tout premier symbole du Havre. En quête de la toute première pierre qui fut à la base du Havre et des Havrais. Clésus et moi arpentâmes notre ville océane à la recherche des plus vieilles pierres du Havre. Il faut être ambitieux et patient pour partir en quête du XVIe siècle dans notre centre historique du XXe siècle. Et c'est donc sans surprise que nous revînmes infructueux de notre première expédition. Force était de constater que nous nécessitions un guide. Un spécialiste. Une référence en la matière. Et ça tombait bien. Lors du 500e anniversaire de notre ville, j'avais fait plus ample connaissance avec une mémoire locale. J'avais alors été engagé par la ville du Havre comme agent d'accueil de l'exposition Le Havre 1517, un rêve de la Renaissance, qui prenait place aux archives municipales situées au fort de Tourneville. Nous aimions échanger à propos de notre histoire locale dans le hall du fort. Nous parlions de la chasse à la baleine au départ du Havre, ou encore des précieux trésors ramenés des terres australes par Charles-Alexandre Le Sueur. Il n'a pas connu le XVIe siècle, évidemment, mais c'est une période qu'il connaît très bien. Alors forcément, quand je lui ai parlé de notre quête du premier symbole havrais, il m'a raconté ses découvertes, ses propres recherches. Nous avions trouvé notre guide dans les couloirs du passé du Havre en la personne de Thierry Vincent. Alors que je couchais sur le papier les premières lignes de ce dossier, je n'avais encore aucune idée du voyage qu'il allait nous faire entreprendre, ni des trésors et des mystères auxquels il allait nous initier. Salut Thierry. Ah bonjour Max. Bah écoute, en place. Bonjour. Bonjour. On s'interroge. Simon Oui, c'est Simon. C'est ça. Exactement. Enchanté. Et de même. Ah bah, je vois que t'es bien installé, un petit café. Ouais, j'ai commencé à prendre le café dans un environnement plutôt sympa. Je crois que vous allez rechercher les symboles du Havre, si j'ai bien on compris. s'interroge sur les premiers symboles du Havre. Et bon, on a un peu traîné dans le Perret, même Saint-François. Bon, on n'a pas trouvé grand-chose. Et on s'est dit que peut-être tu pourrais nous aider. Oui, je peux vous aider. Le problème, c'est que ça risque de prendre du temps.
Je crois qu'on n'est pas pressé, on a encore 500 ans d'histoire devant nous. Ouais, ou derrière. On n'est pas pressé. Bon, eh ben alors. Je n'aurais pas pu trouver meilleur guide que Thierry pour explorer la fondation de notre havre. Je nous savais, Simon et moi, en cet instant, à la frontière de ce havre insaisissable, que nous traquions sans relâche depuis de nombreux mois déjà. Nous deux, profanes à l'histoire, n'ayant connu que la refondation de notre cité, bâtie sur les ruines de ce havre perdu, bâtie sur nos aînés, sur les pierres de ces 4 siècles d'occupation havraise. Tant de secrets à portée de main, sous les pavés et pourtant inaccessibles. Le seul gardien des clés de ce havre que j'osais espérer approcher, avec mon ami Simon, n'était autre que Thierry. Bon, je pense que je vais aller me balader un petit peu en ville, en suivant vos indications, histoire de faire le lien entre soif d'avant et soif d'aujourd'hui. Alors, je te conseille de te rendre du côté du bassin du Roi, parce que tout commence au niveau de cette crique. Donc, direction bassin du Roi. Ça marche. Très Allez. bien. C'est parti. Allez, à tout à À l'heure. Vas-y, raconte-moi alors donc, ce port, à partir de quelle date il se met en place, comment ça se passe? Alors, on a cette date du 7 février 1517 qui va marquer le choix royal. Mais, entre ce moment-là et les premiers travaux, vont se lancer des enquêtes, des recrutements et des soumissions d'offres de la part des maîtres maçons. 2 hommes vont se distinguer du lot. Il s'agit de Ferret, qui lui arrive de Honfleur, et de Gauvin, qui arrive de Harfleur. Et tous les 2 vont s'associer. Ils auront proposé le meilleur rapport qualité-prix. En s'associant, ils vont se lancer dans les travaux. Et les travaux, ça va commencer par des toisages, c'est-à-dire des prises de mesure, des poses de repères pour l'implantation des futurs quais, des futures structures qui vont être à la base, à l'origine du port. Le temps va passer, il va s'écouler donc 3 mois entre le moment de la décision, le toisage et les premiers travaux. Et les premiers travaux, ça va être des hommes normands qui seront ensuite complétés par des équipes d'ouvriers en provenance de Bretagne, ce qui explique par la même occasion cette idée qui veut que le Havre ait été fondé par des Bretons, ce qui n'est pas faux dans le principe. Et ces hommes, ce sont des manouvriers, des manœuvres, à coups de bêches, à coups de seaux, de seilles. Ils vont commencer à creuser la vase. Ils vont fonder les infrastructures de ce qui deviendra les premiers quais du Havre. Et bien évidemment, également la tour François Ier, qui est un symbole, le symbole du futur port du Havre. Alors, c'est bizarre, parce que d'habitude, nos bassins, ils sont bien rectangulaires, ils ont des formes bien régulières. Celui-là, le bassin du Roi, je sais pas, il a un peu de travers, il est pas comme les autres. Voilà, il est pas régulier. Est-ce que c'est normal, ça? Oui, tout à fait, Simon. En fait, le bassin du Roi a conservé sa forme d'origine, forme triangulaire. L'idée est qu'en fait, ce futur bassin, qui est encore sauvage, avec des quais qui n'existent pas, ce sont encore les bords vaseux de l'ancienne crique. Cette fameuse crique, reliée à l'estuaire, est mal positionnée pour les ingénieurs de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, la passe est tournée vers le sud. Et ce n'est pas conforme à l'idée que se font les ingénieurs de ce futur grand port du Havre de Grasse voulu par le roi. Il va falloir changer la position de la passe, boucher au sud pour ouvrir dans le banc de Grasse qui se trouve à l'ouest. Or, qu'est-ce qu'on a commencé à construire également à l'ouest? La tour François Ier. La tour devient donc l'élément majeur de l'entrée du futur port du Havre et on en a notre ouverture sur le large qui va pouvoir se faire sur l'ouest. Ouais, parce que j'imagine, Thierry, que le Havre en fait va devenir rapidement opérationnel. Oui, alors dès 1520, les premiers navires peuvent déjà rentrer dans le port, c'est-à-dire 3 ans après le début des constructions de l'avant-port. Et on a en 1532 déjà les premiers grands voyages d'exploration qui vont se faire. Mais du coup, Thierry,
Est-ce qu'il reste une trace de cet héritage de colonisation, de colonies qui pourrait être observable au Havre Oui, c'est une trace un peu ténue, mais qui existe. Tiens, Simon, tu dois te trouver du côté de la place du Vieux Marché. Eh bien, cette place, anciennement, elle s'appelait la place des Cannibales, en mémoire de ces Indiens découverts par ces expéditions qui nous ont amenés, à partir du Havre, à la conquête des territoires des Outre-mer, comme le voulait d'ailleurs François Ier, puisque c'est une des raisons de la fondation, de la création du port du Havre. Ouais, drôle d'époque. Hein. Les premières colonies, la découverte des premiers peuples amérindiens, drôle d'époque. Hein. La tour François Ier, c'est vraiment le symbole des origines du Havre. Dès le mois de mars, on a fini les toisages, on commence déjà à créer les fondations de cette future tour. Mais on ne va pas implanter la tour au ras de l'eau. On va construire à l'intérieur des pâtures d'Ingouville. Si on fait des fondations qui sont très droites, étant donné que c'est un terrain perméable, eh bien, il va y avoir des infiltrations d'eau et malheureusement, la terre va s'écrouler progressivement. Ça n'a pas dû être simple la construction du port du Havre parce qu'il n'y avait pas les digues qu'on a aujourd'hui pour protéger. Du coup, je pense que ça a dû être assez compliqué. Il va donc falloir essayer de créer, on va dire, un cratère qui va permettre de dégager les déblais et d'asseoir à plus de 7 mètres de profondeur les premières fondations sous le niveau des basses mers. On va dégager en gros 15 000 mètres cubes de déblais à dos d'homme, avec des seaux, avec des bailles. Et ce n'est qu'ensuite, une fois qu'on aura créé cette partie de tronc de cône renversé, qu'on va pouvoir implanter les pieux de chêne qui vont soutenir la sole de roche, de pierre de taille, sur laquelle on implante le premier niveau. Donc voilà, quelque chose de complexe. On voit déjà là le jeu des ingénieurs et leurs connaissances qui vont s'affirmer. Ce premier niveau reposant sur la sole de roche, ce premier niveau va se trouver sous le niveau de la mer quand la mer est haute. Il faut donc une grande étanchéité, d'autant plus que ce premier niveau est percé de salles qui vont servir, sont prévues dès l'origine, pour être des resserres à poudre, puisque les navires qui vont rentrer n'ont pas le droit de rentrer avec leur armement sous forme de barils de poudre, ils devront les déposer dans la tour. C'est imposé par le règlement. On stocke la poudre dans les sous-bassements de la tour François Ier. Et ce premier niveau est intéressant au plan architectural, puisqu'en fait, ce seront des croisées d'ogives qui vont constituer le plafond de cette salle. Au niveau supérieur, c'est-à-dire en fait considéré comme le rez-de-chaussée, puisqu'on arrive de l'extérieur, cette salle du rez-de-chaussée, elle est conçue sous la forme d'une salle circulaire de grosso modo 11 mètres de diamètre, avec un poteau, un pilier central de 6 mètres de circonférence, qui permet la création d'une voûte en berceau. Cette voûte en berceau qui, normalement, doit supporter une autre salle, qui est l'équivalent de cette salle du rez-de-chaussée, prévue comme des salles d'artillerie. Donc, percée d'embrasures pour pouvoir pointer des canons, puisque la tour François Ier a une vocation défensive. Une tour d'artillerie, un bastion armé pour défendre l'entrée du port. Et le souci,
c'est que le roi, à un moment, va dire « Je ne peux plus subvenir financièrement aux frais de construction. Nous ne pouvons pas continuer à construire selon les plans d'origine. Je demande à ce que la deuxième salle d'artillerie soit supprimée. » Et donc, cette deuxième salle ne sera jamais construite. Mais malgré tout, on mettra une plateforme à l'extérieur, cette plateforme qui sera avec un merlon percé d'embrasures, ces créneaux qui vont permettre de surseoir à la disparition de l'étage intermédiaire et de mettre malgré tout des canons pour la protection du bâtiment et la protection de l'entrée du port. Ok, donc changement d'ambiance. Ouais, nous nous sommes installés au pied du clocher de la cathédrale Notre-Dame, qui au départ était l'église Notre-Dame, qui a suivi la chapelle, puisqu'au tout départ, le Havre, le petit bourg du Havre, 50 pêcheurs à peu près, se regroupent autour de la chapelle Notre-Dame, qui est à l'origine de ce bâtiment qu'on a devant nous. Et ce bâtiment va reprendre toute son importance avec ce fameux clocher. On sera en 1562, le temps a passé au préalable. Ce que je souhaiterais, c'est revenir sur la tour parce que cet édifice a une caractéristique particulière. En fait, dès le départ, dès les origines, il est prévu non pas une tour, mais deux tours en regard. L'une, la tour François Ier sur la jetée du nord, et une seconde tour sur la jetée du sud. Pourquoi ces deux édifices? Tout simplement pour qu'une chaîne soit tendue entre les deux constructions et empêcher par la présence de la chaîne qui est remontée régulièrement, soit l'entrée, soit le départ sans congé des navires. Il faut imaginer donc la tour François Ier percée d'un passage, on appelle ça une lumière, qui va permettre à la chaîne de descendre dans la passe, remonter sur la tour qui est en face, et la chaîne est accrochée à un endroit spécifique qui, dès le départ, est prévu à cet effet. Le seul souci, c'est que financièrement, la tour François Ier subit déjà des modifications parce que la caissette du roi n'est pas suffisamment garnie pour permettre une construction dans toute l'apothéose qui était souhaitée. Et bien évidemment, la deuxième tour ne sera jamais construite. Qu'est-ce qui va être bâti? Uniquement les soubassements et une demi-tour qui va amener cet édifice juste à la hauteur de la digue sud. Il n'y aura jamais la suite, jamais de couronnement, jamais de murs qui seront édifiés. D'accord. Donc, les historiens méconnaissent cet aspect particulier et bien souvent d'ailleurs, ils font se rattacher cette chaîne à la tour Vidame, oui. La tour Vidame qui va être bâtie par le comte de Warwick, c'est-à-dire au moment de la prise de possession de la ville par les Anglais, au moment où justement le clocher de Notre-Dame va prendre toute son importance. On y reviendra tout à l'heure. Et juste un dernier petit mot sur la tour François Ier, sur la grosse tour. D'extérieur, ça devait ressembler à quoi? Alors, elle est haute d'une vingtaine de mètres. Elle a 23 mètres 50 de diamètre. Mais surtout, sa caractéristique, c'est qu'elle est ornée de bossages et de pointes de diamants, en alternance sur l'ensemble de la hauteur. Ce n'est pas le seul bâtiment du Havre qui sera orné de tels éléments, puisque le logis du roi, donc entendons par là le logis de Guyon-le-Roi, premier gouverneur, sera lui-même orné de bossages sur la façade du bâtiment. Pour se donner une idée de ce que peut être justement ces bossages, on peut aller au château de Dieppe. Et là,
on se rend compte de ce que c'est, puisque la base du château est justement ornée de bossages. Simon, tu es déjà à Dieppe? Tu vas peut-être pouvoir nous montrer justement ce que sont les bossages du château et nous faire découvrir cette ornementation qui était présente sur la tour François Ier. Alors je suis ici au pied du château de Dieppe et de là où je suis, je vois assez bien. J'ai derrière moi tout un rempart avec une formation avec des demi-boulets et des pointes de diamant qui sont sur les lignes horizontales alternées. Par contre sur les lignes diagonales, comme vous pouvez voir, ça fait des lignes de demi-boulets et des lignes de pointes de diamant. J'ai également derrière moi un cordon royal en haut du rempart. Ça c'est pour asseoir, pour poser la puissance du roi. Je profite d'être à Dieppe, je suis ici à l'église Saint-Jacques et ici sur le mur du trésor il y a une frise dite des sauvages où on voit l'évolution des échanges commerciaux qu'il y a eu entre les Normands et différentes populations, notamment du Brésil avec les Tupinambas et un peu plus loin les peuples africains qui sont représentés notamment avec voilà, un arbre avec des singes. Pour visiter la tour, je pense qu'on va faire appel à des explorateurs qui sont Amandus Rosler, son frère Charles, qui est également lié à l'équipe, que l'on retrouvera ultérieurement 40 ans plus tard en tant qu'auteur et participant à la rédaction de l'ouvrage de Le Mal, Le Havre d'autrefois. Il s'appuiera d'ailleurs sur les documents réalisés par son frère Amandus Rosler. Et puis en complément du Triumvirat, Le Gambier, qui sera également un ami de Rosler et qui va participer à l'exploration de la tour. C'est eux qu'il faut absolument suivre pour découvrir ce qu'est la tour. Alors suivons-les, Alors, décris-nous un petit peu. Voilà, on va suivre l'itinéraire qui est consigné dans les ouvrages, dans les manuscrits d'Amandus Rosler, conservés à la bibliothèque municipale Armand-Salacrou. Et donc, on pénètre dans la tour par une porte en fer qui est protégée par un pont-levis. Le pont-levis est abaissé. On rentre donc dans la poterne de la tour, c'est-à-dire par la porte, et immédiatement sur main droite, on a une salle qui est un lieu particulier puisque c'est un espèce de sas de transition entre l'entrée et la grande salle de tir, la grande salle d'artillerie du rez-de-chaussée dans laquelle se trouve le pilier central. Très intéressant, dans cette antichambre, se trouve un bassin, une fontaine en fait, puisque la tour François Ier avait été conçue selon les principes de la Renaissance, avec l'eau courante qui arrivait par un captage de la source de Vittenval dans le vallon de Sainte-Adresse. Et donc une canalisation spéciale arrivait depuis cet endroit, se subdivisait pour aller sur la fontaine de la place d'Armes en face du bâtiment du gouverneur Guyon-le-Roi, et un diverticule rentrait dans la tour et donnait l'eau courante dans un bassin que Rosler va localiser. Ensuite, on rentre avec eux dans cette salle du rez-de-chaussée. Grande salle, 11 mètres de diamètre, un pilier central, une voûte en berceau, et les murs sont percés d'embrasures qui correspondent à des créneaux de tir. L'un donne sur le fossé, donc direction porte du Perret. La seconde embrasure donne vers la passe. On a fait le tour de notre rez-de-chaussée.
On ressort par notre antichambre, la petite pièce dans laquelle on est rentré tout à l'heure. On accède à notre escalier en colimaçon. Et donc on arrive au dernier étage qui est en fait la terrasse supérieure, la plateforme transformée en plateforme de tir. On tourne un petit peu vers la ville et là notre horizon est bouché par un bâtiment parce que dès l'origine on avait construit un corps de garde. Donc voilà, on a fait le tour de notre terrasse, on va reprendre l'escalier, on redescend en colimaçon, on arrive au rez-de-chaussée et l'escalier continue. Il continue mais cette fois-ci en s'enfonçant dans la partie incluse à la base du quai. Des souterrains. Alors justement, c'est là où il y a toute une affaire qui va inciter d'ailleurs peut-être Rössler à aller voir parce qu'il y a effectivement qui dit tour, dit aussi légende, voire même mythe, et la légende veut qu'il y ait des souterrains. Donc Rössler, Le Gambier, Charles, son frère Rössler va descendre également dans ces parties de salles souterraines, et là ils vont découvrir un endroit dont les plafonds sont en voûte d'ogive, donc très joli au niveau architecture, mais un endroit qui a des murs, des refends. Et finalement, c'est l'endroit à l'origine prévu pour mettre les poudres qui très rapidement va devenir également un lieu de cachot, un lieu d'enfermement. Et Charles Rössler et Le Gambier et Amadeus Rössler vont s'amuser à relever toutes les gravures faites par les prisonniers. Et là, on va avoir une quantité énorme de noms, de dates. Alors, pas forcément historiquement bien importants, mais il n'empêche qu'ils représentent quand même la trace du passage de ces hommes qui vont être enfermés dans la tour et qui vont laisser une petite trace fugace de leur passage. Ça, c'est le côté qui redonne une humanité à ce lieu, un côté humain d'un lieu inhumain, parce qu'on est en sous-sol, il n'y a pas de lumière, bien évidemment, puisqu'on est sous le niveau des plus hautes mers. Il y a des infiltrations d'eau, même si la construction a été excessivement bien faite au XVIe siècle, il y a avec le temps des infiltrations d'eau qui se font par les jointoiements. Et donc, on a un peu d'eau de mer qui rentre. Et puis, on a cette atmosphère de pesanteur avec les murs épais, etc. Donc, un lieu où on sent quand même le poids de l'histoire et la trace d'un bâtiment défensif. D'accord. On remonte ? On remonte. Allez, on remonte notre escalier en colimaçon. On se dirige vers la sortie. On franchit le pont-levis. On est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a en face de nous ? Eh bien, on a un bâtiment. C'est quoi ce bâtiment ? Eh bien, c'est le logis. Sur les photos, souvent. Hein, c'est ça. Ouais. Alors, on le voit tel qu'il est maintenant au 19e siècle, tel que les photographies, premières photos, nous en ont laissé l'image. Il faut savoir que ce corps de bâtiment qui est en face de nous a été construit en 1565 à destination du commandant de la tour. La base du bâti reste en pierre de taille et on va agrandir le bâtiment en lui construisant une extension, 2 étages supplémentaires en briques. Et on a d'ailleurs des plans de cette extension et on voit la modification qui va se faire entre 1763 et 1764. Et la photo que l'on a par exemple de Cassia et Warno, de cet ensemble de la tour et du bâtiment qui jouxte du commandant de la tour, on voit le bâtiment sur la photo modifié par cet accroissement de surface, ces planchers supplémentaires qu'on a offerts au commandant.
mal cherché. Bon, Alors, alors, j'ai pas trouvé grand-chose. des noms de rue Voilà, à part des noms de rue, effectivement, des quais. Si, j'ai trouvé quelque chose qui m'a un petit peu intrigué. J'ai trouvé des billes d'amarrage de forme un peu bizarre. T'aurais des explications là-dessus? Bassin du Ouais. Roi. Bassin du Roi et peut-être bassin du commerce. C'est ça. Si tu as remarqué, la morphologie Oui, de cet ancrage particulier, exactement. si on sort la bite d'amarrage de terre, on peut s'apercevoir dans certains cas qu'il s'agit d'anciens canons qui ont été mis la gueule vers la terre et le haut sert de bite d'amarrage. D'ancrage. D'accord. Voilà, exactement. Et est-ce que c'est des canons qui datent du 16e, enfin qui ont servi auprès de la tour François Ier? Non, hélas, non. Ce sont des canons qui datent pour quelques-uns du XVIIIe siècle, début, milieu du XVIIIe, voire fin du XVIIIe. Mais on n'a malheureusement pas de canon du XVIe qui nous soit resté. D'accord. Et du coup, est-ce que la tour François Ier a vraiment servi dans cette histoire-là? Est-ce qu'elle a eu une utilité particulière? Alors, la tour François Ier a eu un intérêt défensif évident. Vous savez, forcément, puisque vous vous intéressez à l'histoire du Havre, qu'à un moment, le Havre est devenu anglais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est là à cette période où les guerres de religion vont commencer à se mettre en position. On va avoir un affrontement entre les catholiques et les protestants. Le Havre est un lieu où les protestants sont relativement nombreux. Les protestants vont envoyer des émissaires en Angleterre pour dire à la reine d'Angleterre nous sommes prêts à vous livrer le Havre. Et la reine d'Angleterre, elle y voit un intérêt. C'est qu'elle vient de perdre Calais. Calais, qui était anglais depuis 2 siècles, vient d'être repris par les troupes françaises et réintégrer le royaume de France. Donc elle n'a plus d'emprise particulière et elle se dit que si elle tient le Havre, ça va être une monnaie d'échange pour récupérer Calais. Donc elle envoie très rapidement des hommes de troupes, une armée au Havre. Et pendant ce temps-là, les protestants vont avoir bouté hors de la ville les catholiques. Donc, les protestants tiennent la ville. Quand ils voient les Anglais arriver, étant donné qu'ils sont en accord avec eux, ils ouvrent les portes. Les Anglais rentrent, et là, il va se passer quelque chose que les protestants n'avaient pas prévu. Les Anglais vont demander à ce que les protestants havrais fassent allégeance à la reine d'Angleterre. Et les protestants français vont dire « Mais non, nous on est français, nous notre roi c'est le roi de France, donc non, on refuse. » Et les Anglais, eh bien, vont bouter hors de la ville les protestants et conserver la ville. On est en 1562, ils vont rapidement fortifier les constructions défensives qui existent déjà. Ils vont réarmer la tour François Ier en amenant de l'armement supplémentaire. Ils vont construire une tour. Vous vous souvenez de cette demi-tour qui sert à l'ancrage de la chaîne? Eh bien, légèrement en amont, côté est, le comte de Warwick, qui va jouer le rôle de gouverneur militaire de la place du Havre, va construire une tour pour être l'équivalent, le pendant de la tour François Ier. Les Havrais, aussi bien protestants que catholiques, qui s'étaient fait jeter finalement et trahir par les Anglais, vont s'associer, revenir vers le roi en lui disant en fait, on a fait une énorme bêtise et on vient faire allégeance. C'est vous notre roi et on vous demande de reconquérir la place du Havre. Charles IX va se poser des questions. Ce serait peut-être mieux de le raser, purement et simplement, de supprimer cette forteresse havraise et d'annihiler toute possibilité pour les forces étrangères de se servir de ce lieu comme d'un bras de levier pour rentrer dans le royaume de France. Et puis finalement, les Havrais vont réussir à obtenir gain de cause. Et le roi de France va mobiliser des troupes
allemandes, suisses et françaises, bien évidemment. Ils vont encercler et faire le siège du Havre. Ça va être les prémices de ce qui va être connu sous le nom de la réduction du Havre. Et tout va se décider au niveau de la tour François Ier. C'est-à-dire que le contingent anglais qui reste va tenir cette forteresse, cette tour, et ils vont se battre pour conserver le contrôle de la tour. Mais un militaire, un gradé qui s'appelle Sarlabos, va faire monter des canons sur le mur du Perret, va tirer les salves contre la tour, qui va finalement s'écrouler pour partie dans la zone sud. C'est-à-dire que la muraille de la tour, côté sud, va s'écrouler. Ça va être la possibilité de prendre d'assaut la tour et finalement, là aussi, de la réduire au silence. Les Anglais vont être délogés. En échange de quoi, on va dire aux Anglais, vous nous rendez la ville, vous ne prenez rien, vous laissez l'armement, vous laissez tous les biens que vous avez pillés et vous repartez en Angleterre. Mais dis-moi Thierry, tout à l'heure, quand on s'est installé ici, tu m'as dit, tu vas voir, le clocher, en tout cas là où on se trouve, ça a une importance par rapport à la suite des événements. Et je me doute bien que ça a un lien avec le siège. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu en détail. Oui, en disant le clocher, tu as entièrement raison. Parce que finalement, les Anglais, pour pouvoir contrôler la ville et également vérifier, contrôler l'entrée du port, avaient installé une artillerie sur le sommet du clocher de l'église. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient monté des canons, des coulevrines, et ils avaient armé le clocher. La conséquence, c'est que lorsque le roi a repris la ville, en forme de punition, il a arasé le clocher, il a supprimé les structures qui avaient été montées par les Anglais, sur lesquelles surtout il s'était appuyé pour pouvoir bombarder éventuellement la ville. Et l'armement de la tour, donc en lisant un peu tes recherches, en explorant un peu ça, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des origines un peu amusantes pour l'armement de la tour. Oui, en fait, François Ier, quand il va visiter la construction et jauger par lui-même de l'évolution de la construction de la tour, il sera très content du travail des ouvriers. Mais il y a un problème qui reste, c'est qu'en fait la tour, aussi forte, aussi imposante soit-elle par sa morphologie, par les bossages, etc., n'est absolument pas armée. Que va faire le roi? Eh bien, il va demander aux Rouennais de contribuer à l'armement et à la défense du Havre par une transmission non seulement de canons, mais également de poudre et de boulets et d'hommes pour pouvoir servir d'artilleurs. C'est pas de chance pour les Rouennais, ça. Eh non. Et ça ne s'arrêtera pas là. Il va également demander aux harflerets de contribuer en prenant sur les armements de harfleurs, qui par ailleurs ne servent plus. Harfleur est envasé, Harfleur est de plus en plus à l'intérieur des terres, donc plus aucun intérêt stratégique, alors que le Havre en a besoin. Donc on fait transiter l'armement de Harfleur vers le Havre. Le Havre, avant-poste de défense d'Harfleur, mais aussi de Rouen. Je n'avais plus aucun doute à présent sur la nature de ce tout premier symbole, sur cette grosse tour. Le Havre, verrou de la Seine, de Rouen et donc de Paris, avait lui-même un verrou, et ce verrou n'était autre que la tour François Ier. La France, nation des Lumières, puissance mondiale, se devait d'être protégée contre nos rivaux de toujours, nation d'épiciers comme le disait l'empereur, et cette tour n'était autre que le bout du monde, le bout de notre monde. Sans elle, et donc sans le Havre, les envahisseurs auraient eu tôt fait de remonter la Seine et d'anéantir le pouvoir de notre pays. Petite, trapue, notre tour imparfaite était notre gardienne en première ligne, protégeant les Havrais et, finalement, la France tout entière. Mais alors, qu'était-elle devenue? Les bombes anglaises auraient-elles eu raison de la tour de ce bout de notre monde?
J'avais encore tant de questions à poser à Thierry. On sait pourquoi, finalement, la tour sera condamnée. Plusieurs raisons. Le Havre est enclavé derrière ces murailles, donc il faut agrandir la ville. On est en 1852-53, on fait exploser les fortifications. Et les Havrais sont très contents parce qu'ils vivent entassés dans la ville derrière les murailles. Là, on ouvre, on aère la ville et surtout, on bouche les fossés qui sont des lieux infâmes au niveau sanitaire. Ce sont les endroits où se retrouvent les eaux usées, les eaux stagnantes qui arrivent du marais. Bref, c'est un lieu vraiment très, très, très malsain au niveau hygiène. Donc les Havrais sont très contents. Et dans la continuité, pour permettre cette ouverture sur de nouveaux horizons industriels et commerciaux, les autorités portuaires vont demander à modifier l'entrée, la passe. N'oublions pas qu'il y a 32 mètres entre la digue sud et la digue nord. Et en plus, la position de la tour fait que les navires sont obligés d'abattre au vent pour pouvoir se redresser. Et bien évidemment, ça crée un obstacle. Les navires à vapeur qui s'imposent de plus en plus aux navires à voile sont obligés également de se dérouter. Donc c'est une gêne à la navigation et on va sacrifier au développement industriel et commercial ce symbole historique. On va faire sauter entre guillemets ce verrou. Pourquoi ? Parce qu'au sud, il y a des terrains qui appartiennent aux ponts et chaussées. Les ponts et chaussées, c'est l'État dans l'État. C'est une puissance qui va faire qu'on ne touche pas au terrain des ponts et chaussées. On va donc agrandir vers le nord. C'est la tour François Ier qui va sauter. Le maire du Havre, sous la pression de quelques Havrais, mais une poignée de Havrais, probablement quelques dizaines. Le maire du Havre va être obligé de reconnaître que ce monument est un symbole dans la vie quotidienne et donc qu'il faudrait peut-être le démonter. Et Bouniceau, qui est l'ingénieur en chef du port du Havre, va dire on peut la démonter. On va faire appel à la Chambre de commerce. La Chambre de commerce va dire, ce sont leurs propres termes, nous n'avons aucun intérêt à ce que soit conservée la tour François Ier. Et donc elle sera condamnée, elle sera détruite et elle ne sera pas reconstruite un peu dans les terres comme ça avait été le souhait des quelques Havrais. On est au mois d'août 1861. On commence à faire tomber les murs, le mur historique de Sarlabos, les murs d'enceinte du Perret, qui restaient des anciennes fortifications, et puis on attaque les bâtiments qui se trouvent autour de la tour, et finalement, c'est la tour elle-même qui va tomber. On va déceler les pierres, une par une, et finalement, au bout du compte, on ne mettra pas 1 an, on ne mettra pas 2 ans, on ne mettra pas 3 ans à la détruire. On mettra presque une dizaine d'années à la faire disparaître. Alors, il en avait été ainsi. J'étais abasourdi par la révélation de Thierry. Notre vieille nourrice avait été réduite à néant, pour le profit plutôt. Elle, qui constituait notre tout premier rempart, fut détruite, et moins d'1 siècle après sa disparition, le Havre fut réduit en cendres par les bombes anglaises. J'y voyais là une triste ironie. Aurions-nous eu tort de nous débarrasser de notre bonne vieille grosse tour ? N'avions-nous pas détruit un lien sacré qui nous protégeait contre vents et marées ? Et n'avions-nous pas fait un pas de trop vers le progrès matérialiste, et ainsi lancé une vulgaire provocation à la destinée ? Avions-nous perdu notre symbole le plus essentiel, et par là même, ne nous étions-nous pas attirés quelques foudres du destin ? Cela dit, la tour François Ier, nous ne l'aurions pas connue, même si elle n'avait pas été détruite en 1861. Pourquoi ? Parce que il y avait
juste avant-guerre, 1939, Seconde Guerre mondiale, le plan Meyer, du nom du maire Léon Meyer, qui voulait donner une modernité au Havre et qui avait déjà pensé à raser certains bâtiments anciens des quartiers Notre-Dame et Saint-François, faire passer l'assainissement sur des lieux où il n'y en avait pas. La guerre a fait que, bien évidemment, ce plan n'a pas été mis en application. Et ce sont les Anglais qui ont bombardé le Havre, mais on se rend bien compte là que de toute façon, notre ville ancienne, ce qui est ce souvenir que l'on en a maintenant au travers des illustrations, des gravures, des photos, etc., ce Havre pittoresque, de toute façon, nous ne l'aurions pas connu. Il était condamné. Il était condamné, voilà. L'histoire a été plus vite que l'histoire. Bon, on a perdu notre tour. On peut toujours aller y jeter un œil. Oui, toujours. On y va? On y va. Allez, c'est parti. parti. On va peut-être manger un bout après. Alors que nous imaginions depuis le quai la silhouette distante de notre tour, je repensais à sa disparition. La tour n'était plus, et c'est bel et bien les Havrais qui s'en étaient séparés. Elle était pourtant notre tout premier symbole, notre nourrice. C'est elle qui nous protégea pendant plus de 300 ans contre nos rivaux de toujours. Et, coïncidence, 83 ans après sa destruction, le Havre fut anéanti par les bombes anglaises. Il m'apparaît clair aujourd'hui que nos symboles sont précieux, et que leur disparition est un symptôme de l'évolution de notre société. Comment se fait-il que notre bonne vieille salamandre havraise ait quasiment disparu de nos campagnes? N'allons-nous pas trop vite en besogne? Les symboles d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et alors que nous développons et célébrons notre Havre nouveau, fondé en 1944, sacré en 2008, nous érigeons nos symboles de demain. Si nos aînés n'ont pas jugé bon de conserver notre bonne vieille tour, il nous appartient à nous, Havrais d'aujourd'hui, de conserver nos symboles les plus anciens. Car sans eux, c'est notre identité qui est menacée dans son fondement. Tout est symbole. Et cette tour royale disparue sera quant à elle, aujourd'hui, un formidable symbole pour clore nos aventures. Les dossiers du Havre secret s'arrêtent là où le Havre a commencé. C'est une boucle qui se referme, prête à recommencer son cycle. Simon et moi n'avons vu qu'une infime partie du patrimoine local. Nous avons rencontré beaucoup de gens, des passionnés, inconnus hier, amis aujourd'hui. Quelle extraordinaire aventure! Mais si rien n'est acquis, alors il nous faut poursuivre nos chemins respectifs. Les dossiers du Havre secret, c'est terminé. Pour ma part, je continuerai d'explorer le passé de notre ville. Je continuerai d'écrire mes articles, des histoires sur notre histoire. Je ferai même quelques films, je vous le promets. Mais pour l'heure, c'est un dossier qu'il nous faut refermer. La tour a encore tant de mystères à révéler. Tant de symboles demeurent obscurs dans ces souterrains disparus. C'est peut-être d'ailleurs ici, face aux symboles des maîtres maçons qui ont bâti la tour François Ier, qu'un curieux lèvera un jour le voile sur la signification de ces derniers. Et par là même révélera-t-il les origines les plus secrètes de la fondation et du tout premier symbole de notre ville du Havre.